Bienvenue à ce nouveau Tibet Talk, qui sont des discussions organisées par International Campaign for Tibet et des différentes intervenantes du monde académique, politique, de la société civile et des médias. Et nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Monsieur Brice Pedroletti. Merci d'être avec nous. Vous êtes un journaliste bien connu en France. Vous travaillez pour le journal Le Monde, au desk Asie pour le service international, et vous étiez ancien correspondant de votre journal à Pékin. Vous êtes donc un fin connaisseur de la Chine. Alors récemment, en avril, vous avez publié un article très intéressant, un dossier qui s'intitulait, je cite, Au Népal, la Chine déploie ses charmes par-delà l'Himalaya. C'est ce qui nous a motivé à vous, notamment à vous rencontrer aujourd'hui et à avoir une discussion sur l'influence chinoise dans l'Himalaya et en particulier au Népal. Alors pour commencer, je vais montrer une carte du Tibet, une carte du Népal, où on va voir le Tibet aussi, bien sûr. Et donc pour montrer où se trouve le Népal, qui est vraiment un pays donc de 30 millions d'habitants, coincé ou entre deux superpuissance, les deux États les plus peuplés de la planète. Au nord, la Chine, un État nucléaire qui a une frontière de plus de 1200 kilomètres avec son voisin népalais. Et au sud, l'Inde, qui a des relations très anciennes, très complexes avec le Népal. Donc on a une situation évidemment très particulière et le Népal doit en tenir compte dans cet équilibre entre les relations avec le nord et le sud du pays. Voilà, ça permet de mettre les choses, en tout cas dans un contexte géographique. C'est une carte qui est issue d'ailleurs de l'article que vous avez écrit. Et je me permets, Monsieur Pedroletti, de vous poser cette première question. Si vous pouviez nous parler de la nature des relations qui existent entre la Chine d'une part et le Népal et comment ces relations ont évolué ces dernières années. Oui, écoutez, non, je suis ravi de avoir été invité. Donc, en tout cas, en ce qui concerne les relations, ce qui, je crois, est très révélateur, c'est que la Chine, durant très longtemps, est restée relativement discrète. Euh, euh, donc, en tout cas, sur ces relations, ce qui est très intéressant de dire, c'est que euh, sur l'histoire récente, on s'aperçoit que la Chine a gardé durant très longtemps un profil bas, vis-à-vis du Népal. Euh, L'une des raisons était que depuis l'annexion du Tibet, donc en 1959, le Tibet était complètement sous cloche et que la frontière, qui en plus très élevée, à une altitude très élevée, que la frontière en fait traverse l'Himalaya. Donc c'est aussi une région très inhospitalière. Donc la raison aussi, c'était comme le Tibet était sous cloche, la Chine a cherché à arrimer le Tibet au reste de la Chine et à inverser les flux, puisqu'en fait, avant que les communistes prennent contrôle du Tibet, on était dans une configuration où la plupart des approvisionnements et aussi des voyages se faisaient à travers l'Inde. Donc en tout cas, on a une Chine durant les années 60, les années 70 et même les années 80-90 qui reste très discrète, qui fait des projets d'aide, qui crée notamment cette grande route entre Lhasa et Katmandou, qui s'appelle la route Araniko en 61. C'est aussi révélateur qu'au début des années 50, la Chine, les affaires, c'est l'ambassadeur chinois en Inde qui s'occupe des affaires concernant le Népal, enfin au début des années 50, hein, juste après la création de la République populaire de Chine. Il y a deux événements qui vont contribuer à changer ça. C'est qu'à partir de 2008, enfin en 2008, donc en mars 2008, il y a le soulèvement tibétain à la fois à Lhasa et dans les régions tibétaines des provinces chinoises, c'est-à-dire le Kham et l'Amdo.
suivi. Ensuite, on a une vague. Oui, ensuite, vous avez des immolations par le feu. Enfin, cet ensemble d'événements dus à des protestations au sein de la région autonome tibétaine fait que les Chinois, bien sûr, sont très inquiets et ils voient qu'il y a des risques de foyers de contestation au Népal du fait qu'il y a une communauté de Tibétains réfugiés très importante. Donc les Chinois se disent il faut quand même qu'on soit plus présent sur place, même si on sait que c'est le précaré indien. Donc ça, c'est le premier événement qui les motive, qui fait qu'il y a des accords de sécurité, il y a des formations, on voit que les Chinois livrent des équipements. Et le deuxième événement très important, c'est c'est lorsque les Indiens, l'Inde décide de mettre en place un embargo c'est-à-dire lorsque l'Inde décide de fermer sa frontière et de faire une sorte d'embargo de facto du Népal. Donc ça, c'est en 2015. La raison, c'est qu'en fait, donc à cette époque, il y a une nouvelle constitution du Népal qui fait du Népal une république fédérale. Et il se trouve que les habitants du sud, donc dans les plaines, sont proches de la frontière indienne et qui eux-mêmes sont d'ethnie, sont ce qu'on appelle au Népal des Madécis, donc ils sont quand même très importants, parce qu'ils représentent un tiers de la population du Népal. Donc les Madécis sont d'origine indienne. Il y a énormément de mariages mixtes, donc eux, ils se sentent lésés par ce découpage et donc ils se mettent à protester. Et l'Inde les soutient. Mais cet embargo intervient en 2015, en septembre, c'est quelques mois seulement après le tremblement de terre, un très meurtrier qui frappe le Népal en avril, où il y a 9000 morts. Donc, si vous voulez, cet embargo est très mal pris, c'est-à-dire l'ensemble une grande partie des palais, à la fois les gens ordinaires sont très mécontents de l'Inde. Alors en plus, bon, je vous expliquerai plus tard, les relations entre le Népal et l'Inde sont compliquées, puis il y a très souvent de la part des Népalais un ressentiment vis-à-vis de l'arrogance indienne. Donc là, c'est vraiment dramatique. Et c'est un moment charnière que le Népal se tourne vers la Chine. La Chine qui se met à aider, enfin, qui est très contente de répondre aux besoins d'urgence du Népal. Donc la Chine qui est très contente de répondre à ces besoins d'urgence livre du carburant et ce qu'on voit c'est que bon dans ces années-là de plus en plus il y a des projets d'aide chinoise qui se concrétisent encore à partir de 2017 quand le Népal donc exprime son souhait de rejoindre le projet des routes de la soie. Ouais. Donc à partir de ce moment-là, vous avez la Chine qui elle, est très, très contente hein, de faire en sorte que son projet, en fait, les routes de la soie, le premier maillon des routes de la soie, c'est dans les États voisins de la Chine. Donc là, donc en fait, qu'elle propose, c'est un ensemble de projets à travers qui sera appelé le réseau de connectivité transhimalayenne, donc avec une aide sur les routes. C'est à ce moment-là, enfin juste avant que sera signé un nouvel aéroport chinois dans la deuxième ville du Népal qui est Pokhara. Donc cet aéroport, j'y suis allé, parce qu'en fait, il vient, nous en sommes vraiment à la fin du chantier. Donc c'est un aéroport très important, parce que la ville de Pokhara, c'est un des foyers du tourisme. C'est donc dans la région des Annapurna.
Et le fait de créer un aéroport international, pour la première fois, ça permettra à des voyageurs, souvent régionaux, notamment de Chine, de se rendre directement là. Euh, On a donc, d'ailleurs vous aviez, une photo à voilà, l'écran du chantier avec des travailleurs chinois, si je ne me trompe pas. voilà. Donc là, on voit, lorsque j'étais sur place en avril, donc je suis allé voir cet aéroport et les travailleurs étaient, c'est-à-dire il y avait 300 travailleurs chinois Mm. qui travaillaient là. Donc ils étaient en attente des ingénieurs, parce qu'en fait, bon, l'intégralité euh, des bâtiments sont construits, mais il manquait les équipements électroniques et donc on attendait les ingénieurs et il y avait le Covid qui retardait les choses. Et donc entre 96 et 2006, durant 10 ans, qui a fait 130 000 morts, c'était la guérilla maoïste. Ensuite, il y a eu un processus de paix, l'abolition de la démocratie, des élections, et à partir de la moitié des années, à partir de 2015, de plus en plus, ce sont les factions soit maoïstes, soit l'autre faction importante, marxiste, léniniste, qui souvent sont les partis les plus importants aux élections. Et pour la première fois en 2017, les deux factions marxistes, léninistes et maoïstes se mettent ensemble et créent un parti communiste népalais, dont on dit que sa création est due aussi aux efforts de la Chine qui souhaitait, parce que ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à partir du moment où la Chine a des projets, ce qu'elle souhaite, c'est en face avoir des interlocuteurs stables. En fait, depuis la démocratisation, vous aviez un Premier ministre qui changeait tous les 5-6 mois. Enfin, c'était même rare qu'il reste un an. Et à partir de 2017, donc on sait que la Chine a participé au rapprochement de ces factions pour créer un parti communiste qui obtient la majorité pour la première fois. Et depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, c'est la première fois qu'on a un Premier ministre qui est le Premier ministre actuel, euh, le nom est K.P. Sharma Oli, qui reste en place durant 3 ans. Et ce qui se passe, c'est que lorsque ce parti communiste népalais est créé, assez vite, on va être dans une situation où il y a des dissensions entre les deux principales factions et les deux principaux dirigeants, donc le maoïste Prachanda et l'actuel Premier ministre. Et donc, il commence à y avoir des dissensions importantes en avril 2020. Et on voit les Chinois qui envoient leurs émissaires, donc du bureau de liaison du Parti communiste chinois, sur place. Et on voit aussi l'ambassadrice de Chine qui va voir le président, qui va voir le Premier ministre. Donc on voit une très grande activité, et c'est la première fois, c'est historique, où les Chinois essayent de faire en sorte ouais, que le Parti communiste reste uni. Et les choses vont assez loin parce qu'en décembre 2020, le Premier ministre Oli, où là, rien ne va plus entre lui et les maoïstes, donc il décide de dire qu'il va dissoudre l'Assemblée et créer de nouvelles élections. Donc là, de nouveau, on a la Chine qui envoie son émissaire sur place de faire en sorte que ces gens redeviennent ensemble. Alors les choses vont très mal en fait, puisque ce qui se passe, c'est que lorsque le Premier ministre décide de dissoudre les élections, enfin, ceux qui sont en face de lui, des rivaux, se plaignent auprès de la Cour suprême oui, de la Cour suprême du Népal, qui du coup va décider de ne pas faire d'élection et en plus d'abroger l'existence du Parti communiste népalais. Enfin, très souvent, on a fait ce reproche aux Indiens qu'ils voulaient micromanager les partis, les différents dirigeants, et que là, donc on a vu ça aussi à travers la presse,
c'est la première fois qu'on a dit que maintenant on était dans une sorte de nouvelle ère où ce sont les Chinois qui vont se mettre à essayer de micromanager la politique népalaise. Une sorte d'inversion des rôles qui s'opèrent entre les deux grands voisins. J'aimerais juste revenir sur, vous avez parlé à un moment du réseau de connectivité transhimalayenne, de l'aéroport, la construction de l'aéroport international de Pokhara. Il y a aussi un projet de train qui est en cours de construction entre le Tibet et le Népal. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit mot aussi? Donc oui, sur ce projet de train, ce qu'on voit, ce qui est très clair, c'est que ce projet de train, donc entre Lhasa, en fait, du côté chinois, en fait, on a un train actuellement qui va de Lhasa jusqu'à Shigatse. Les Chinois, en fait, ils ont commencé à construire le train entre Shigatse et Pirong, qui est en fait la dernière ville, enfin une des dernières villes tibétaines à la frontière népalaise. Et en principe, ce projet prévoit de faire en train depuis la frontière jusqu'à Katmandou. Mais ça reste encore loin d'être concret, parce qu'en fait, rien n'a été décidé sur le financement. Oui. Et, et c'est un train qui sera très coûteux, c'est un chantier très coûteux, puisqu'en fait, la frontière est très élevée. On est à, donc, c'est un endroit où aujourd'hui il y a une route, mais donc il faudra construire un train. Et le problème, c'est qu'il faut traverser avec ce train euh, l'Himalaya. Donc, il y a un vrai problème de coût. Et donc, en fait, il y a quand même énormément de chances que ça soit encore assez lointain. Mm. Mais Mm. c'est vrai que, bon, en tout cas, la première phase, c'est que le train chinois va, va aller jusqu'à la frontière. En principe, la complétion du train qui va de Shigatse jusqu'à Gerung, ça devrait être d'ici 7 ans. Ah oui, d'accord. C'est l'échéance qui a été donnée. Mm. Voilà, oui. Merci, non, c'est important de savoir ça. Euh, je me rappelle quand j'ai commencé à travailler pour International Campaign for Tibet en 2006, il y avait le train qui venait de rejoindre maintenant de Pékin, Golmud, et Oui, qui bien allait sûr. à Lhasa et qui a eu des implications importantes d'un point de vue économique, d'un point de vue politique. Donc on peut effectivement avoir ça en tête et se dire que ça va créer renforcer l'infrastructure, mais aussi l'influence, une potentielle influence politique, humaine, touristique de la Chine vers son voisin népalais. J'aimerais, si vous le permettez, que vous nous disiez quelques mots sur cette relation triangulaire entre le Népal au centre et l'Inde et la Chine. Quels sont les principaux enjeux qui existent entre les deux superpuissances voisines? Et pensez-vous, comme je l'ai lu dans un article récemment publié par The Conversation, que le Népal choisira la voie de la neutralité dans cette rivalité, parfois qu'il oppose entre la Chine et l'Inde? Donc, en ce qui concerne l'Inde, bon, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des relations historiques très anciennes entre l'Inde et le Népal, qui fait que les Indiens sont très présents économiquement, qui fait aussi que, bon, il faut comprendre, c'est que 85% des Népalais sont hindous, sont de religion hindoue. Lorsque les Népalais regardent des films, ils regardent des films indiens. Le népali est très proche de l'hindi, de l'hindi. Donc on a une frontière en plus qui est complètement, c'est-à-dire ce sont des plaines où je suis allé à 2 points de frontière. Donc même là, on était en avril, juste avant qu'il y ait une reprise, enfin, juste avant que le Covid reprenne, mais on a une file de gens qui attendent. Enfin, il y a une libre circulation dans les frontières. Il y a énormément de mariages mixtes dans ces endroits frontaliers. Et, mais le grand problème, c'est que l'Inde est vue est vue
Népal comme étant souvent soit méprisante, soit arrogante, et donc à chaque fois quand les Népalais sont nationalistes, il faut qu'ils soient anti-indiens, c'est-à-dire euh, ils ont ce ressentiment qui est très fort contre l'Inde, même s'ils sont très proches. Et à l'inverse, donc c'est très intéressant de voir que euh, en fait, historiquement, la Chine n'a jamais été un voisin. C'est-à-dire, le voisin historique durant des siècles, du, lorsque le Népal était un royaume, donc le royaume du Népal avait pour voisin le Tibet, qui est bien sûr, comme on sait, extrêmement vaste et qui est très loin. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque le Tibet, euh, enfin, avant, il y a avant l'annexion chinoise, euh, la plupart des flux économiques, euh, euh, oui, tout ce qui est importé au Tibet, une grande partie des choses, une partie des choses venaient de Chine, mais plus de choses venaient d'Inde à travers le Népal. Il y a un aspect qui est important historique, c'est que durant, enfin, jusque dans les années 60, c'est-à-dire euh, il, enfin, on voyait à l'une des communautés les plus importantes de Lhasa de commerçants, c'était des commerçants né, népalais, ce qu'on appelle les Newars, c'est des habitants de la vallée de Katmandou, qui en plus, selon un traité, parce qu'il y avait eu des guerres entre Népal et le Tibet, ils bénéficiaient de l'extraterritorialité. Il est aussi intéressant de savoir que le Tibet, puisqu'il y avait eu cette guerre, versait un tribut au Népal jusqu'en 1953. Donc on a quand même vis-à-vis de la Chine en fait une grande méconnaissance et une grande naïveté, puisque durant très longtemps, euh, les Chinois étaient loin et lorsque le Tibet a été annexé, bon, durant très longtemps, les frontières, enfin, elles le sont encore plus aujourd'hui, les frontières sont très contrôlées. Et en plus, vous avez bien sûr les 6 points de passage de frontières avec la Chine. Euh, euh, ils sont à plus de, ils sont, enfin l'ensemble de ces 6 points, ils sont tous à plus de 4000 mètres euh, d'altitude. Oui, nous aurons l'occasion encore de parler un peu plus tard notamment des réfugiés qui traversaient ces cols et ces hautes montagnes pour aller chercher refuge en Inde via le Népal. Mais avant cela, il y a un sujet que j'aimerais aborder avec vous, c'est euh, la question, disons, de la religion et en particulier du bouddhisme tibétain. Pour Pékin, évidemment, c'est une question sensible mais importante parce que on voit depuis 1959 que il y a un souhait véritablement qui a évolué avec le temps selon les phases historiques, mais aujourd'hui en tout cas un souhait de contrôle, un souhait disons de contrôle de la communauté monastique, des moines, des nonnes tibétaines, et qu'il y a différentes méthodes qui sont utilisées pour arriver à cette fin. Euh, que ce soit la surveillance des monastères, le fait qu'ils soient très limités dans leur capacité dans leurs activités, le nombre de moines est restreint, ils sont surveillés, ils sont encadrés, donc il n'y a pas de liberté religieuse. On voit aussi que il y a beaucoup d'interférences de Pékin dans la question de la succession des lamas tibétains, avec en vue évidemment la succession du Dalai Lama qu'il souhaiterait pleinement contrôler. Et donc mais on voit que cette influence ou ce souhait de contrôle chinois sur le bouddhisme tibétain ne se limite pas au Tibet et déborde des frontières. Et dans votre article, vous expliquez bien, notamment les enjeux qu'il y a autour de
ce lieu que nous voyons à l'écran, qui est Lumbini, qui serait le lieu de naissance de Bouddha, et qui se situe au Népal. Et est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les enjeux, bon, autour de ce site notamment, mais quelles sont les manœuvres chinoises de manière plus générale, disons, qui sont en cours au Népal au sujet du bouddhisme, et comment est-ce que les autorités sur place réagissent? Donc tout près de la frontière avec l'Inde. Donc on est au sud de Pokhara, donc à peu près au centre du Népal. On est à 10 kilomètres de la frontière avec l'Inde, on est très proche, et c'est là qu'ont été trouvés, donc il y a énormément de fouilles archéologiques en cours, et c'est là que les chercheurs, les archéologues estiment qu'est né Bouddha, donc au VIe siècle avant Jésus-Christ, et c'est un endroit dont les Népalais sont en fait très fiers. Ils sont très fiers, même s'ils sont hindous, parce qu'il y a quand même énormément de proximité entre les deux religions, ils sont très fiers que Bouddha soit né au Népal, mais cette fierté en fait est rabaissée par les Indiens, qui à chaque fois on voit qu'ils font en sorte que ce qui se passe, c'est qu'en Inde, trois des sites les plus connus du Bouddha après qu'il fut éveillé se trouvent en Inde. Enfin, les trois grands sites sont en Inde. Donc c'est vrai que les Indiens, depuis très longtemps, ils ont tendance à soit se moquer de ce lieu, soit faire en sorte que ce ne soit pas un lieu si important. Donc on voit qu'il y a une sorte de rivalité là-dessus. Les Chinois l'ont bien compris et donc en fait depuis, je dirais, oui, il y a, ils sont de plus en plus, en tout cas on les voit qui sont de plus en plus intéressés à faire des choses sur place. En fait, ce qu'il y a sur place, dans ce lieu où il y a des foules, dans ce lieu où il y a des fouilles archéologiques, c'est qu'il y a en fait c'est un parc qui s'appelle le Parc de la Paix, qui est un parc immense avec qui a été dessiné dans les années 70. C'est un architecte japonais qui a dessiné ce parc. Et donc, ça a été fait en collaboration avec l'UNESCO. Le site est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et c'est un parc où dans différents États dans le monde, les congrégations religieuses ont financé des monastères. Donc, il y a un monastère français, il y a un monastère chinois, il y a un monastère vietnamien. Et bon, le monastère chinois, c'est un monastère chinois qui appartient à l'association bouddhiste de Chine, c'est-à-dire l'organisation officielle du bouddhisme chinois. Et on s'est aperçu, bon, que depuis, je dirais, les années 2010, les Chinois sont de plus en plus actifs. Le premier signe de ça a été une histoire assez incroyable. C'est-à-dire, on a vu dans les années 2010, enfin un Chinois, qui était en fait un cadre du parti, qui était à la tête d'une association qui s'appelait l'Association d'échange Asie-Pacifique, qui était inscrite à Hong Kong, et qui, soi-disant, cette association donc a commencé à contacter l'UNESCO en expliquant que voilà, ils étaient prêts à organiser un programme de renaissance de Lumbini, 3 milliards de dollars, donc une somme faramineuse, avec cette idée qu'il fallait développer des hôtels, reconstruire l'aéroport qui est fait, puisqu'en fait, qui est actuellement, qui est un tout petit aéroport. Donc, cette première initiative avait été très curieuse. Donc, cette association, en fait, on s'aperçoit que les gens qui dirigeaient, c'est ce qu'on appelle des associations
du Front Uni, c'est-à-dire le bras d'influence du Parti communiste chinois, le fait qu'il propose cette somme, ce n'est pas de l'argent qu'ils étaient prêts à investir. Hein, c'est très souvent qu'on a des annonces comme ça qui sont gigantesques et qui servent en quelque sorte à séduire, en faisant imaginer que voilà, il va y avoir une manne d'argent qui se déverse sur cet endroit, bon, ce qui n'est pas très compatible avec l'esprit aussi de cet endroit et notamment de ce grand parc qui a été construit où il y a le lieu de naissance où les gens, les bouddhistes, en fait, du monde entier se rendent souvent, font de la méditation, enfin, et bon, bref, donc il y avait cette initiative assez farfelue qui finalement n'a eu aucun effet réel, puisque euh, bon, l'une des raisons aussi, c'est que les Indiens ont commencé à s'en inquiéter, puisque ça signifiait qu'il y allait y avoir énormément d'investissements chinois. Euh, et quand j'y étais là, donc en avril, ce qui était très intéressant, c'est que le directeur de la structure étatique, donc qui s'occupe, qui gère à la fois les fouilles et ce grand parc, m'expliquait que juste avant le Covid, donc il avait été contacté par cette fois-ci des hommes d'affaires, des entreprises privées chinoises qui souhaitaient à l'intérieur du périmètre existant de ce parc de la paix, donc qui souhaitait obtenir 3 km² de façon à créer des hôtels de luxe et à y ériger la plus grande statue de Bouddha du monde. Donc bon, c'est aussi quelque chose d'assez surréaliste qui a été rejeté entièrement. Euh, mais quand même, on voit vraiment que les Chinois ont un intérêt. Donc en fait, l'aéroport de Lumpini a été construit, c'est une société chinoise qui l'a construite, mais en fait, le financement est un financement international. Bon, une des raisons aussi, c'est que les Indiens ne souhaitaient pas que les Chinois soient trop impliqués, mais ils y sont quand même, parce que c'est quand même une entreprise chinoise qui est implantée. Alors, l'une des raisons, pourquoi est-ce que la Chine souhaite que cet endroit de la naissance du Bouddha souhaite y investir et investir, c'est qu'elle souhaite faire en sorte que son bouddhisme officiel se mette à rayonner. C'est une région très importante, c'est non loin de là, enfin quelques centaines de kilomètres au nord, donc en Inde, c'est là que se trouve le siège du gouvernement tibétain en exil, là que se trouve le Dalai Lama, donc à Dharamsala. Donc la Chine souhaite bien sûr, dans cette région, faire en sorte que que le bouddhisme rayonne. Il faut savoir que l'association du bouddhisme chinois, le vice-président de cette association n'est autre que le 11e Panchen Lama, c'est-à-dire le Panchen Lama que le Parti communiste entièrement choisi et qui est entièrement contrôlé et qui n'a donc qui n'a aucune souvent légitimité auprès des Tibétains, mais de faire en sorte d'investir dans une plateforme comme ça de lieu de naissance, c'est un moyen aussi de faire une sorte de blanchissement de ces lamas que le Parti communiste contrôle. Et on a effectivement le Dalai Lama est en Inde et il est parti en 1959. Il a trouvé refuge dans le sous-continent indien. Et disons, jusqu'en 2008, on a constaté que beaucoup de Tibétains, disons, chaque année, plusieurs milliers, on estimait entre 3000 et 3500 Tibétains
traversaient les hauts montagnes, les cols himalayens pour arriver au Népal, essayer de transiter par le Népal pour rejoindre l'Inde. Donc j'aimerais maintenant qu'on parle, disons, le transit des Tibétains qui, depuis, disons, avant 2008, on voyait que chaque année, entre 3000 et 3500 Tibétains fuyaient le Tibet pour aller chercher refuge en Inde, en transitant par le Népal. Il devait passer par un centre de transit à Katmandou. Et ce qu'on voit, c'est qu'après 2008, ce flux s'est très fortement tari. J'aimerais simplement notre association, disons, pendant de nombreuses années, a fait des investigations et des études sur la situation des Tibétains, à la fois au Népal et sur ces mouvements de réfugiés. Et on publiait chaque année un rapport qui s'appelait Dangerous Crossings, dont on va voir certains couvertures à l'image, à l'écran. Et donc, on faisait un état des lieux de la situation des Népalais sur place. Et aujourd'hui, on estime leur nombre à plus ou moins 20 000. Et effectivement, la traversée du Népal est très risquée, très dangereuse, à la fois parce que c'est en altitude, il faut passer des cols parfois à plus de 5000 mètres, et aussi parce qu'il y a une surveillance des forces de sécurité chinoises qui patrouillent. Et alors aujourd'hui, il y a beaucoup moins de réfugiés qui passent la frontière, et seule une poignée arrive à traverser la frontière et à aller au Népal et puis certains en Inde. Pourriez-vous nous dire pourquoi est-ce que ce flux s'est tari de la sorte aujourd'hui? À partir du moment où vous avez le lèvement tibétain, euh, les Chinois sont plus actifs, il y a des accords. Euh, alors justement, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas un accord d'extradition, mais il y a quand même des accords de sécurité. Et, et on voit à partir de là que le but des Chinois, c'est de faire en sorte avec les forces, de faire en sorte de former les forces népalaises, de les équiper. Il y a des dons d'armes, il y a des dons d'équipements. Et bon, ce qui est certain, c'est que les Chinois souhaitent qu'elles soient plus actives. Alors, ce sont eux, ce sont les Chinois qui s'occupent, eux, de la frontière. Et bon, ils ont commencé et c'est ce qu'ils continuent à faire, c'est-à-dire ils ont commencé à verrouiller de manière beaucoup plus stricte la frontière. Et c'est intéressant parce que c'est ce qu'ils continuent à faire dans le projet actuel de connexion, voilà, ce qu'ils appellent la connectivité trans-himalayenne. Donc on voit que dans tous les points de frontière, ils ont construit des bâtiments, ils essaient de mettre des barrières, que ce sont des endroits historiquement qui étaient souvent en flux. Enfin, c'est ces endroits qui sont quand même très isolés et on voit que les Chinois essaient encore de les renforcer. Mais en ce qui concerne c'est vrai que depuis 59, depuis l'annexion du Tibet, depuis que le Dalai Lama a fui, donc on a un certain nombre de réfugiés qui ont fui avec lui. Pour Népal, on sait qu'ils sont à peu près 20 000, mais donc on a vu on a vu la Chine être de plus en plus pressante vis-à-vis des autorités népalaises, de façon à ce qu'elles empêchent la moindre manifestation. Donc ça, c'est certain, c'est qu'à partir de ce moment-là, bon, la frontière, c'est une chose, comme je le disais, ce sont plutôt les Chinois qui la contrôlent, mais sur le sol népalais lui-même, ce sont les Népalais qui, maintenant, s'il y a la moindre contestation, la moindre manifestation, ils vont la neutraliser en utilisant la force. Mais on voit quand même que, bon, sur le reste, c'est-à-dire, vous avez cet ensemble de réfugiés tibétains qui sont là depuis longtemps historiquement. Alors, ce qui est vrai, c'est que jusqu'à il y a une quinzaine d'années, il y en avait un certain nombre qui arrivaient encore. Le flux est de moins en moins important. Ceux qui sont là, il y en a une grande partie qui sont allés en Inde ou qui ont émigré ailleurs, soit en Europe, soit en Amérique.
bon, de ce point de vue-là, on voit que le gouvernement népalais entretient une certaine ambiguïté qui sert quand même aux Tibétains, puisqu'ils se bornent en général à empêcher les manifestations, mais il y a quand même une certaine flexibilité. On sait que bon, euh, il y a un certain nombre d'États qui franchissent quand même assez facilement la frontière, enfin vers l'Inde ou ailleurs. Et, oui, donc effectivement, je crois que la situation, comme vous l'expliquez, des Tibétains n'est pas évidente sur place au Népal. Ils sont 20 000, mais ce qu'on note, c'est qu'il y a euh, de no- pas mal d'entre eux, on estime à 12 000 selon une étude de différentes ONG, n'auraient pas de carte de réfugié, qui sont un document, qui sont une preuve d'identification. Et donc le problème, c'est que souvent, depuis 1994, le gouvernement népalais n'octroie plus ces cartes, et donc ça pose évidemment des soucis de statut, mais aussi donc très concrètement, les Tibétains ont des difficultés ou l'impossibilité d'ouvrir des comptes bancaires, d'acheter un terrain, d'ouvrir une échoppe à leur nom, et même de suivre une éducation secondaire universitaire, encore moins évidemment voyager à l'étranger ou travailler dans l'administration publique népalaise. Donc ce sont une situation qui est très difficile pour eux au quotidien, et ils n'ont pas de perspective d'avenir joyeuse. Et effectivement, vous l'avez dit, il y a des limitations de leurs droits sur place, c'est-à-dire de manifester, de se rassembler, donc d'expression, et notamment quand il y a des anniversaires sensibles, comme par exemple le 10 mars ou l'anniversaire du Dalai Lama. Et on va montrer maintenant, si vous le permettez, une petite vidéo qui a été prise le 6 juillet 2019 au stupa du Bouddha à Vodanath à Katmandou et qui montre un déploiement, disons, de policiers pour effectivement empêcher ces ou expressions de soutien ou de commémoration de l'anniversaire du Dalai Lama. Le, d'ailleurs, ces questions-là seront notamment à l'agenda du Conseil des droits de l'homme en juillet prochain. On a l'examen périodique universel du Népal qui se clôturera à ce moment-là. C'est un exercice auquel tous les États doivent se soumettre tous les 4 ans, qui est un examen de leur respect ou non des droits de l'homme. Nous avons fourni avec la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, la FIDH, un rapport qui souligne la vulnérabilité des Tibétains et critique aussi la manière dont le gouvernement népalais les traite. Et il y a des recommandations pour améliorer la situation. Alors nous, effectivement, vous avez évoqué aujourd'hui à plusieurs reprises la signature de certains accords de coopération entre le Népal et la Chine, et certains de ces accords ont notamment été signés lors de la visite du président Xi Jinping en 2019 au Népal. Et différents traités ont été signés à cette occasion-là. Il y était notamment question aussi d'un traité d'extradition, mais qui n'a pas été signé. Il existe d'ailleurs des traités d'extradition entre la Chine et différents pays européens, dont la France et la Belgique également, mais ce traité n'est pas encore, en tout cas à l'ordre du jour, n'a pas été finalisé. J'aimerais que, pour clôturer, comme dernière question, vous nous disiez quelle est votre analyse de ces accords de coopération. Est-ce que vous pensez qu'un traité d'extradition risque un jour d'être signé, et est-ce qu'ils font courir, ce que nous pensons, un risque accru pour les Tibétains du Népal d'être refoulés, renvoyés dans leur pays, et où évidemment ils risquent la torture et l'emprisonnement. Et ici on voit sur l'image la signature d'un de ces accords avec en arrière-plan le président Xi Jinping et le Premier ministre népalais. Donc voilà, sur les accords de coopération, Monsieur Pedroletti, on vous écoute. Oui, alors, ce qu'il y a souvent, c'est que la Chine fait des accords entre les forces de sécurité,
très souvent, c'est-à-dire entre la sécurité publique en Chine et en ce qui concerne le Népal, c'est sans doute le ministère de l'Intérieur. Donc, c'est cette espèce d'accord de coopération de sécurité. Et très souvent, ce sont ces accords-là qui lui suffisent. Euh, et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ça, on voit le même problème donc en Asie centrale, puisque en Asie centrale, la Chine cherche à faire en sorte que les Ouïghours ou soit les Ouïghours, soit les Kazakhs du Xinjiang euh, ben, restent au Xinjiang, qui ne fuient pas de manière clandestine. Donc on a aussi ce même type, ces accords qui se ressemblent, tant qu'il y ait forcément des accords d'extradition, parce qu'en fait, on s'aperçoit, bon, c'est certain que la Chine souhaiterait à chaque fois qu'il y ait des accords, mais elle peut très bien en passer. Et donc en fait, juste avant que j'y sois, enfin, c'est un petit peu plus avant, puisque fin 2019, il y a eu un fait divers, enfin, pas vraiment un fait divers, c'est plutôt une opération des Chinois qui était assez révélatrice également, puisqu'en fait, les Chinois ont souhaité faire arrêter des citoyens chinois, qui étaient en fait des Han, donc qui se trouvaient, parce qu'en fait, comme dans différents pays d'Asie, il arrive très souvent qu'il y a des vides juridiques et qu'il y a des opérations d'escroquerie de Chinois, parce qu'ils profitent souvent de vides juridiques. Donc là, c'était des Chinois Han, ils étaient au moins 100 ou 200, et la Chine les a fait arrêter et les a fait les livrer à la Chine. Alors, ça a quand même créé scandale qu'en fait, cette livraison à la Chine s'est faite entièrement, euh, s'est faite en dépit des lois, puisqu'il n'y avait pas d'accord d'extradition. Donc on s'aperçoit que même sur des citoyens chinois, la Chine, elle a aucun problème quand il faut tordre le bras aux autorités sur place. La seule chose qui peut l'empêcher de le faire, c'est si sur place, et on a vu ça, par exemple en Asie centrale, euh, au Kazakhstan, où c'est arrivé qu'il y a des Kazakhs du Xinjiang qui fuient clandestinement et qui se retrouvent arrêtés et que la police sur place est prête à livrer aux autorités chinoises. La seule chose qui empêche ça, c'est quand il y a, lorsque ça fait scandale, c'est-à-dire lorsque la presse se met, enfin, lorsque la personne qui se trouve dans cette situation-là fait que il y a une mobilisation de la société en sa faveur, et ça, c'est la seule chose qui fait une personne qui est passée clandestinement se retrouve renvoyée ailleurs. Mais sans ça, tous ces États-là, même quand ils sont démocratiques, il est très facile pour la Chine en général, avec les différents accords de sécurité, puisque la Chine monte des dossiers de sécurité qui sont souvent, enfin, qui sont bien sûr fabriqués, présentent des soi-disant crimes, et il est très facile dans ces cas-là que les États s'exécutent. Oui, et vous avez raison de dire que finalement, l'existence ou non d'accords ne limite pas la Chine dans ses activités. Et même quand il y a des traités internationaux qui sont censés la lier, elle n'en a cure si, comme on l'a vu avec Hong Kong, elle ne va pas respecter le traité existant avec le Royaume-Uni si et c'est dans l'intérêt ou la volonté des leaders politiques de mettre Hong Kong sous contrôle. Donc finalement, l'importance ou la valeur qu'elle accorde à certains
certains accords, c'est tout à fait relative. Sur cette discussion, ces échanges, j'aimerais vraiment vous remercier. Je pense que vous avez donné votre analyse et les éléments d'appréciation que vous avez donnés nous permettent de nous faire une vue un peu plus précise de la situation à la fois des Népalais sur place, des relations complexes, multifacettes qu'il existe entre le Népal et la Chine d'une part, entre le Népal et l'Inde de l'autre. Nous espérons évidemment que le gouvernement népalais va, in fine, continuer à bien protéger et améliorer la protection des Tibétains, leur accorder des statuts pour qu'ils puissent avoir des droits comme la population népalaise, et qu'aussi qu'ils vont continuer à garantir un transit sécurisé pour les rares maintenant réfugiés tibétains qui arrivent à fuir la répression au Tibet. Donc en tout cas, je vous remercie et je voudrais aussi inviter nos auditeurs à continuer à suivre nos discussions des Tibet Talks à venir sur à la fois notre site et sur les réseaux sociaux. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci beaucoup, Monsieur Pedroletti, pour votre intervention. Je vous remercie également de mon côté. Merci.